Je reviens en arrière pour citer une référence que j'ai oublié de citer sur la partie sciences de la cognition, cet ouvrage qui parle de comment on perçoit vraiment scientifiquement dans les structures de l'organisme et dans la cognition l'information et le rapport avec la façon dont il faut designer, présenter visuellement les choses pour que ça soit compris. Je vais maintenant passer à la pensée design. Alors, tout d'abord, nous savons bien entendu que le dessin est un élément clé de la pensée du designer, un de ses outils les plus importants. Le mot déjà est très proche entre dessin et design, et un jeu de mots qu'on utilise bien souvent associe dans une définition de design le dessin et le dessin, l'intention. C'est-à-dire que le design, c'est la capacité à donner une forme à un projet, à une intention, à quelque chose qui doit faire sens, qui doit remplir un rôle. Les autres outils de la pensée du designer, on peut citer la pensée abductive. Alors, à cet égard, la personne qui a le plus contribué à cette définition, pardon, je vais la définir. La pensée abductive, donc, c'est un troisième mode de pensée à comparer avec l'induction et la déduction, qui, elle, pour le coup, est beaucoup moins familière lorsqu'on a une pensée formatée par les grandes écoles et qu'on a une pensée managériale, mais qui est le mode de pensée, par exemple, du détective, du designer, mais aussi du physicien, qui cherche des hypothèses pour interpréter l'ensemble des observations qu'il fait. Et le détective, idem, qui cherche à inventer, et là il y a vraiment une notion de création, des raisons qui ne sont pas uniques, qui peuvent expliquer l'ensemble des choses que l'on observe. Donc Peirce, c'est, suivant le dictionnaire de philosophie de Stanford, c'est un des plus grands penseurs américains du XXe siècle, assez difficile d'accès, très prolifique, qui a écrit plus de 12 000 pages, pas toutes publiées, mais en cours de publication aujourd'hui, et qui a largement contribué à cette définition de l'abduction. Ensuite, un autre élément clé de la pensée du designer, c'est le fait de penser système. Un système, c'est le fait que le monde est interconnecté, ne raisonne pas, ne s'interprète pas de façon cause-effet et c'est tout, mais qu'il y a des choses beaucoup plus complexes qui se passent. Alors, pour ça, bien sûr, l'auteur des références pour expliquer la complexité, puisque donc les systèmes sont étroitement liés à la complexité, bien entendu, c'est Edgar Morin. On peut lister différentes formes de complexité. L'une d'entre elles, ça va être la complexité dynamique, qui est largement illustrée dans cet ouvrage de Peter Senge. Excusez-moi, je ne sais pas comment on prononce, La cinquième discipline, donc ouvrage qui m'a énormément intéressée, qui parle par exemple de la création, de la tension créative entre la réalité et la vision, et de comment on influe sur un système pour arriver à ses fins, mais justement sans contrôler. Et dont le thème principal est l'organisation apprenante, sachant que la cinquième discipline, donc la plus importante, puisqu'elle permet d'utiliser avec fruit les 4 premières, c'est la pensée systémique. Un autre ouvrage de référence pour la complexité, c'est Herbert Simon, The Sciences of the Artificial, qui fait d'ailleurs ce travail de lister ces différentes formes de complexité et qui notamment parle beaucoup de la complexité hiérarchique. On peut aussi citer le chaos, etc. D'autres manières de décrire la complexité. Ensuite, pour revenir à la pensée du designer, finalement, ce qu'on constate si on oppose la pensée du designer et la pensée managériale, c'est qu'ils ne vont pas avoir la même manière de découper un problème. Justement, je dis découper un problème, c'est typiquement le mode de raisonnement de l'ingénieur qui consiste à découper un problème et à raisonner d'abord sur chacune des parties pour après en déduire ce qu'on peut faire sur le tout. En design, on fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on raisonne d'abord à partir du tout et ensuite on va sur l'ensemble des parties.
ainsi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans, d'une part, cet article de Boland, Colopi et deux autres auteurs, et d'autre part, bien sûr, dans ce livre, donc, qui est finalement la référence principale, on pourrait dire, de mon travail, Managing as Designing, écrit par 2 professeurs d'une université des États-Unis, dont le nouveau bâtiment a été construit par l'architecte célèbre Frank Gehry. On reconnaît bien son style. Et cette confrontation entre le processus de travail de l'architecte Frank Gehry et le mode de pensée usuel de ses professeurs, donc qui sont des professeurs de business, de gestion, a conduit ces professeurs de sciences sociales, de sciences du business à investiguer avec force détail le mode de pensée finalement de Frank Gehry, et le mode de pensée et le mode d'action et d'organisation et la façon de construire des chemins d'action de Frank Gehry et de son cabinet. Voilà, donc un ouvrage à recommander. Et donc, par rapport à cette idée de raisonner d'abord sur le tout et sur les parties, eh bien, le designer, et donc Frank Gehry, utilise le dessin pour ça. Ce que Frank Gehry dit, c'est que donc, dès le départ, il fait ce que moi je vais appeler, mais le terme est propre, un gribouillis, et ce que Frank Gehry appelle un Shrek model. Shrek voulant dire en israélien qui fait peur. Pourquoi qui fait peur? Parce que lorsqu'on le présente au client, finalement, ce premier gribouillis de départ n'a pas grand-chose à voir avec le résultat final. Néanmoins, il est déjà porteur de l'intention globale du projet. Si je reviens sur la correspondance entre mon tout et mes parties, une autre référence qui m'a personnellement énormément éclairée, c'est celle-ci. Donc, c'est l'œuvre d'un monsieur très peu connu, lui, pour le coup, qui s'appelle Paul de Lavenne, comte de Choulot, qui était un noble légitimiste du 19e siècle, légitimiste, c'est-à-dire qu'il pensait que la monarchie devait être réinstaurée, et qui, à partir de 50 ans, donc sur le tard, a fait une carrière très prolifique et assez reconnue de paysagiste. Par exemple, il a refait le parc du Vésinet, et qui a écrit donc cette œuvre qui en fait est à mes yeux un manifeste du design avant l'heure, puisque donc elle date de 1846, L'art des jardins, études théoriques et pratiques sur l'arrangement extérieur des habitations. Donc, l'introduction de cette œuvre contient une citation qui est vraiment très importante pour moi, qui est qu'une chose importante qu'il ne faut pas oublier qu'il faut prendre en considération depuis le départ lorsqu'on construit un jardin, c'est son intégration dans le paysage et finalement plus largement la correspondance des différentes parties entre elles et avec le tout. Si maintenant on s'intéresse à la notion de mouvement, pourquoi est-ce que j'associe l'histoire du mouvement au rapport qu'entretiennent la pensée design et le dessin? Eh bien, c'est que ce mouvement, finalement, énormément de praticiens, qu'ils soient designers ou qui sont dessinateurs, vont nous parler de l'importance du mouvement. Ainsi, dans la pensée du designer, comme je vous disais, le dessin est présent, le dessin d'ensemble du projet est toujours présent depuis le départ. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ce qu'on va observer, c'est que dans la pensée du designer et sur le papier, le design va progressivement se déployer devant les yeux du designer. C'est-à-dire qu'au départ, il va être très vague, le gribouillis de départ, il va présenter uniquement un axe, un mouvement, une direction unique, puis il va se déployer dans l'autre direction. Petit à petit, il va gagner en précision, finalement, de la même manière que moi je vous ai présenté 3 mind maps successifs gagnant en précision au fur et à mesure. Donc il y a bien une histoire de mouvement. Cette histoire de mouvement, elle n'est pas qu'anecdotique, elle est vraiment étroitement liée à la notion de pensée, puisque Frank Gehry lui-même nous dit que finalement, il ne s'agit pas de penser puis de dessiner, mais que finalement, c'est l'action de dessiner qui permet de penser. C'est-à-dire que de créer et d'avoir l'image qui prend forme, ce qui traduit par le fait que je pense avec mes mains. Et bien cette relation, on la retrouve également dans d'autres disciplines que le design, dans le domaine de l'art. Alors là, je vais vous citer cette référence-là. Donc cet article est un article de The Art Newspaper qui date de mars de cette année, qui est signé par Klaus Speidel, qui est un sémioticien de l'image, et qui était, il se trouve, mon camarade à l'école normale supérieure, voilà, Klaus Speidel, et dont le titre est « Rendre visible la pensée par le dessin ». Il cite notamment un artiste qui est ici en photo en train de faire une performance de dessin, qui s'appelle Nikolaus Gansterer,
qui montre que le mouvement crée la pensée et qu'il y a une résonance entre le mouvement, la pensée et même les matériaux. Cette citation, la voici. La pensée n'est pas uniquement dans la tête. Elle est aussi dans le corps et dans les matériaux. Lorsque je dessine, une circulation se met en place. Une pensée est couchée sur le papier, puis en génère une autre. Ce sont des phénomènes qui se déterminent mutuellement, sans hiérarchie.